Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Géopresse, émission consacrée à l'actualité. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous allons nous intéresser au processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Les prochaines élections qui vont se tenir en RDC sont sur la bonne voie. C'est ce qu'a affirmé la délégation de la communauté pour le développement de l'Afrique australe, SADC, qui a séjourné à Kinshasa et a regagné son siège il y a quelques jours. De son côté, le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a affirmé qu'il y aura bien 2 élections en décembre 2023. Il faut donc aussi signaler que la CENI a déjà publié la liste provisoire des candidats présidents pour les prochaines élections. Aucune candidature n'a été décalée. Mesdames et messieurs, voilà le sujet autour duquel nous allons échanger sur ces plateaux. J'ai le réel plaisir d'être avec deux confrères journalistes. J'ai à ma droite, donc à votre gauche, Patrick Ilunga, journaliste au groupe de presse Géopolis Forum, que je salue. Bonjour Jojo Moulamba, bonjour également à tous nos téléspectateurs. Je salue également mon co-débatteur. Merci d'être là. Et à ma gauche, c'est Dieudonné Boinali, également journaliste à Géopolis Forum, que je salue aussi. Bonsoir Dieudonné. Bonsoir Jojo Moulamba, bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir aussi à mon co-débatteur, Patrick Ilunga. Voilà, merci, très heureux de vous avoir encore aujourd'hui sur ces plateaux pour parler du processus électoral en cours en République démocratique du Congo qui fait couler beaucoup d'encre et salive. C'est parti pour 45 minutes dans Géopresse. Patrick Ilunga, vous suivez cette actualité. Il y a des incertitudes quant à la tenue des élections. Le président même de la CENI est assailli par ces questions, la question du report des élections. Mais vous, en analysant ces processus, quelle est votre lecture? Il y aura bel et bien élection. Bon, disons que tous ceux qui regardent le processus électoral ont peut-être oublié que ce processus a commencé avec plus de 20 mois de retard. Le président de la CENI l'a toujours rappelé, Denis Kadima. Maintenant, bon, malgré ces 20 mois de retard, aujourd'hui, la CENI et son président se veulent rassurants. Ils disent qu'il y aura bel et bien élection. Je crois que le porte-parole du gouvernement a posé une question aux journalistes en demandant, depuis que la CENI a publié le calendrier électoral, quelle est l'échéance qui n'a pas été tenue jusqu'à aujourd'hui. Visiblement, il n'y a pas une seule échéance qui n'a pas été respectée. Toutes les étapes ont été tenues. Maintenant, je crois que le processus en lui-même, si on le regarde, il y a quand même un souci, selon les observateurs extérieurs que nous sommes, parce que, bon... C'est quoi les soucis? Le souci, il peut être expliqué en 3 catégories, ou bien le souci, il est de 3 ordres. D'abord, c'est le souci financier. Hein. Vous savez, l'élection, c'est plus d'1 milliard de dollars. Vous savez, il y a des dépenses liées, par exemple, au fonctionnement des institutions, au fonctionnement du pays. Il faut payer les fonctionnaires et autres. Il faut faire fonctionner le pays. Il y a des soucis qui sont liés, bon, on va dire des urgences liées aux dépenses de souveraineté. Vous savez, en pleine guerre, il y a forcément des dépenses qui n'avaient pas été... qui ne pouvaient pas être forcément prévues, mais bien que on peut nous dire que les FRDC sont en plein cessez-le-feu, mais je crois que le souci autour de financement peut prendre en compte le fait qu'en temps de guerre, il y a des dépenses de souveraineté auxquelles la RDC n'échappe pas. Ça, c'est un souci majeur parce que, bon, Denis Kadima lui-même, c'est vrai que quand il parle, il se veut toujours rassurant. On dit de lui qu'il est l'expert avec un CV de plus de 30 pages, etc. Mais il dit une chose, il dit qu'il n'a pas tout reçu en termes de financement, mais il ne se fait pas de soucis. Mais il n'a pas tout reçu. Aujourd'hui, mais il ne fait plus de bruit, hein, comme c'était avant. Oui, mais je crois que on ne veut peut-être pas alarmer les gens, mais je crois qu'il doit saisir avec insistance le gouvernement pour dire qu'il nous reste 60 jours pendant que nous tournons l'émission.
il nous reste 60 jours, la journée est en train de finir, donc il va nous rester moins de 60 jours. Ça, c'est une question importante. Pour qui connaît quand même le Congo, c'est plus de 2 millions de kilomètres carrés. Tout le monde le sait. Ça peut représenter un défi énorme, les soucis financiers. Deuxième souci, c'est le souci sécuritaire. Vous savez qu'on est en guerre pratiquement. Du côté du nord Kivu, il y a le Rutshuru, le territoire de Rutshuru. Il y a une partie de Masisi, je crois dans le Nyiragongo, tout ça. Ghana, tout ça. Voilà, tout ça, on peut dire que ce sont des territoires occupés. Il y a des cités qui sont occupées par les terroristes ou bien les rebelles. Mais à part ça c'est du côté est, mais du côté ouest aussi, on a Kwamont et quelques villages à côté qui n'ont pas été enrôlés. Donc, je crois le souci sécuritaire aussi, on doit prendre en compte cette donne-là qui peut, on va dire, déranger un petit peu. Mais là aussi, Denis Kadima a sa formule à lui. Pour lui, selon lui, on peut justement dire à ses compatriotes d'attendre. Si jamais on n'arrive pas à récupérer ces territoires avant la date des élections, parce que même si on récupère avant la date des élections, il faut enrôler ces gens-là. Ces gens-là sont déplacés, donc il faut qu'ils reviennent dans leur circonscription. Donc c'est un souci. Le souci logistique aussi, technique et logistique, c'est que des machines doivent être déployées dans beaucoup de circonscriptions électorales. Il n'y a pas assez d'avions. Et est-ce que la MONUSCO, qui a toujours aidé depuis 2006 à transporter du matériel électronique ou bien du matériel les urnes, les isoloirs et consorts, et les bulletins de vote, maintenant que la MONUSCO est acculée justement pour commencer à se retirer de la RDC au mois de décembre justement, où ça doit on est commencer censé une partie. Est-ce que la MONUSCO est suffisamment motivée pour accompagner le gouvernement ou bien la CENI dans ce défi logistique? Voilà à mon avis les 3 soucis majeurs qui ne sont pas répondus. On risque un report on risque un report, mais au-delà de ce que j'ai évoqué, mais il y a une question qui peut déranger fortement, c'est la question des cartes. Vous savez, la plupart des cartes aujourd'hui, il n'y a plus de visage, il n'y a plus de nom. Alors les gens vont voter avec des cartes comme ça. Est-ce qu'il n'y aura pas justement le grand risque qui, à mon avis, doit susciter beaucoup d'intérêt du côté des hommes politiques, c'est-à-dire que ça doit attirer leur attention pour qu'ils se préoccupent justement de cette question-là. Un des candidats d'ailleurs martèle beaucoup sur ça. Cette question-là, est-ce que ça va pas justement amener des fraudes électorales? Est-ce que ça ne va pas entacher les élections en elles-mêmes, même si elles sont organisées en date? C'est ça, justement, moi, des questions qui m'inquiètent en tant qu'observateur. Mais tout cela, Denis Kadima dit non, on va régler. Bon, on dit qu'un maçon, on le voit au pied du mur. On va voir, justement, devant ces défis-là, son expertise, on fera. Dieudonné Boinali, il y a 3 soucis qui peuvent faire que ces élections puissent être reportées. Donc, des soucis, s'ils ne sont pas, en fait, répondus. Il y a des soucis sécuritaires, les soucis liés au financement des élections et les soucis liés à la logistique. Quelle est votre réponse? Est-ce que vous pensez de la même façon ou bien vous pensez que tout cela peut bien se dérouler et puis aboutir à des élections, à l'organisation des élections le 20 décembre prochain? Bon, merci pour la question, mais permettez-moi d'abord de présenter mes condoléances à la famille de Zachary Badiangila, dit monument d'Ansemi, dont la mort a arraché à notre affection. Il fut l'un des acteurs politiques dynamiques et actifs de notre classe politique. Il a beaucoup œuvré pour la défense de notre indépendance politique. C'était aussi un ami de la presse. Il a accordé plusieurs interviews à la presse, dont Géopolis. C'est aussi un ami de notre patron William Albert Kalingai, paix en son âme. Bon, concernant les incertitudes souhaitées et aux certitudes redoutées,
Je suis d'accord avec mon estimé confrère Patrick Ilunga sur sur plusieurs points, sauf sur un, que la question liée au financement électoral. Moi, je pense que ces soucis-là sera relevé, si on peut considérer ça comme un défi. Nous sommes habitués parfois à la gouvernance Nzombo le soir. Vous savez comment ça se passe dans notre pays. Nous sommes à la fin de l'année. Nous préparons à fêter les festivités de fin de l'année. C'est pendant ce moment-là on donne des cartons d'impôts dit aux fonctionnaires, agents de l'État, ils doivent aller les récupérer à minuit, moins les quarts. C'est comme ça notre pays. Ce sont des réalités de notre pays. C'est comme ça aussi que nous nous sommes habitués. Donc moi, je crois toujours à notre gouvernement que les moyens seront... Mais ce sont des habitudes à changer, qui décrier, que nous devons dénoncer. On devait donner, je pense, les moyens à la CENI dès les premiers jours. Ou soit s'attendre par rapport à un échéancier, commencer à payer tous les mois, tous les trimestres, une partie du budget voté au Parlement alloué aux opérations électorales, au processus électoral. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Vous connaissez comment sont gérées les finances à la République démocratique du Congo. Il y a certains dossiers qu'on traite comme des urgences. Il y a d'autres, on dit, Azelana, nous, Denika Dimapé, attendre. Les élections, c'est dans 5 ans. Mais les élections, on commence à les préparer dès la prise de fonction du président de la République. Il ne faut pas attendre que nous restons avec 6 mois, 4 mois qu'on commence à préparer les élections. Les moyens doivent être décaissés dès les premiers jours de la prise de fonction du président élu. Tous les moyens, oui, tous les mois, on commence à donner. Parce qu'il y a des opérations pré-électorales, il y a des opérations électorales, il y a aussi des opérations post-électorales. Mais quand vous ne donnez pas les moyens à temps, les opérations préélectorales vont commencer aussi en retard. C'est pour vous dire que côté financement, je n'ai pas de soucis. On peut faire des montages financiers, le gouvernement peut s'endetter. Il y a des entreprises publiques par le passé qui ont aidé l'État congolais à organiser des élections comme la GECAMINE. Moi, j'ai des soucis comme Patrick Ilunga du côté sécuritaire et logistique. Pourquoi? Nous sommes un pays en guerre. Il y a des pans entiers de notre pays qui ne sont pas encore totalement repris par les forces loyalistes. Et les Congolais qui habitent dans ces contrées-là, ces régions-là, ont aussi le droit, constitutionnellement parlant, de voter, de participer au processus électoral. Vous allez vous souvenir qu'en 2018, il y a deux partis qui n'ont pas été, Là, je plaide pour les participations au processus électoral. De la même manière, on plaide pour la participation de la femme, des personnes vivant avec handicap. Nous plaidons aussi pour les Congolais vivant dans les zones de conflit pour qu'ils participent au processus électoral. Moi, là, je suis en train de parler de la présidentielle. Parce que les législatives, les autres élections, on peut les reporter, ils votent par après. Même après 2 mois, 3 mois, comme on l'a fait à Yumbi, on l'a fait à Beni. Mais l'élection présidentielle, c'est un jour. On ne la reporte pas. Soit vous votez le même jour avec le reste des Congolais, soit vous ratez les 13 des élections pour la présidentielle. Et c'est le grand défi à relever. Nous avons tous suivi les chefs d'état-major général de notre armée, Chiwewe, le général d'armée Chiwewe, qui vient d'être élevé à ses postes. Il a annoncé qu'au mois de novembre, il y aura 15 nouvelles brigades des forces armées. Mais au mois de novembre, déjà, nous serons dans la campagne électorale. À quand on va les déployer? On compte aussi sur l'armée pour sécuriser les élections. On ne va pas sécuriser seulement les élections avec la police. Là, c'est du point de vue sécuritaire. Du point de vue logistique, Patrick Ilunga a parlé des cartes d'électeurs dont les visages sont effacés par... Les écrits, n'en parlons même pas. Voilà. Les écrits, les noms, les circonscriptions électorales, les dates de naissance sont effacées parce que les cartes ont été mal imprimées. Soit il y a eu mauvais usage de l'encre, soit on a commandé de l'encre de mauvaise qualité, et soit ce sont les intempéries, soit la mauvaise conservation de la carte par les électeurs. Donc il y a plusieurs raisons qui militent
pour demander à ce que la CENI puisse produire de nouvelles cartes. On le fait, mais malheureusement, c'est monnayé. Moi, j'ai eu quelques membres de ma famille. Oui, il faut dénoncer. Oui, à la commune de Selembao, les gens payent pour avoir cette carte. Et dans d'autres communes, les agents de la CENI commis à cette tâche. Il y a certains, je ne dis pas toutes, il y a certains agents qui monnaient les renouvellements de la carte pour avoir les duplicata. Alors il faut dénoncer. Officiellement, c'est gratuit. Officiellement, selon la CENI, selon ce que la porte-parole de la CENI a dit par Mme Patricia Nsea, a dit que la carte est gratuite. Elle n'est pas à monnaie. Et chaque électeur, selon la loi, a droit à des duplicata. Même si vous perdez les premiers duplicata, vous devez aller à l'antenne de la CENI, on vous donne les deuxièmes duplicata. C'est-à-dire, officiellement, quand nous nous faisons identifier et enrôler, nous avons droit à 3 cartes d'électeurs. La première carte, on vous la donne sur les champs, et vous avez 2 cartes de réserve. Le premier duplicata et le deuxième duplicata. Mais malheureusement, on l'obtient difficilement, et on limite aussi le nombre par jour à 50, à 100, selon les antennes de la CENI. Quand vous dépassez la cinquantaine, on vous dit, madame, monsieur, vous revenez demain. On a déjà clôturé la liste. Aujourd'hui, on donne seulement 50 cartes. Mais ce qui n'a pas été dit dans les instructions de la CENI, il y a aussi le défi logistique. C'est le même gouvernement qui a demandé à ce que la MONUSCO parte. Je suis d'accord, j'appuie cette décision. Tout le monde veut que la MONUSCO parte. Bien sûr, mais la MONUSCO va partir au mois de décembre. Au même mois de décembre, nous avons les élections. Nous faisons comment? On a recouru par le passé aux moyens logistiques de la MONUSCO. Là, je parle des avions, des hélicoptères, des bateaux. En 2018, pour faire le déploiement des matériels. S'il vous plaît, en 2018, on a vu l'armée congolaise être mise en contribution. L'armée s'est déployée, mais il y a des endroits où l'armée peut aller. Il y a des endroits où l'armée ne peut pas aller par rapport au temps qui nous reste. Vous allez demander aux FARDC de déployer seuls les matériels des électoraux. Mais quel défi logistique! Il nous reste moins de 60 jours. À partir de demain, on doit commencer à compter jour J-59. Ces matériels électoraux ont été déployés par la MONUSCO, par l'armée nationale, et puis le gouvernement congolais avait signé des contrats avec certains transporteurs aériens. Est-ce que ces équipements... Il y a une compagnie aérienne. Est-ce que ces équipements sont déjà là? Ces équipements, alors, ne sont même pas là. Et au jour d'aujourd'hui, je termine en disant que à chaque cycle électoral, quand nous arrivons à la date du 15 octobre, on voyait déjà des nouvelles voitures, des pick-up, des nouveaux pick-up de la CENI. La CENI les entassait ici sur le boulevard du 30 juin pour faire la publicité, la promotion, qui, attention, le train des élections va arriver bientôt à la gare. Est-ce que vous avez vu des nouveaux pick-up achetés par la CENI? Moi, je ne les ai pas vus. Hein. Peut-être vous, ou bien c'est déjà arrivé, entreposé quelque part. La CENI était en train de construire des nouveaux entrepôts. Vous êtes sans ignorer que là où il y avait l'entrepôt central de la CENI, c'était la parcelle appartenant à l'ambassade des États-Unis. On venait à peine de lancer des travaux pour la construction de la future ambassade des États-Unis sur l'avenue du Haut Commandement. La CENI a cherché un autre endroit pour construire des entrepôts centraux. Et on a vu certains responsables de la CENI aller visiter ces entrepôts. On était encore à la phase des fondations. Je ne sais pas s'ils ont terminé la construction de ces entrepôts et faire la réception. Si ces matériels électoraux arrivent, nous sommes pendant la période pluvieuse, on va les entreposer où? Pour les matériels qui vont venir directement pour Kinshasa. Les matériels destinés au Congo profond, on sait comment la CENI s'organise. Les fabricants les donnent à la CENI. À partir du pays des productions, la CENI les achemine directement sans passer par Kinshasa dans les différentes antennes provinciales de la CENI. Ça, on le sait, ça ne se passe toujours comme ça. Mais par exemple, pour la Kinshasa, pour la ville de Kinshasa, on va les entreposer où? Oui. Pour certaines provinces du Congo profond. On va les déployer quand? Parce qu'il nous reste moins de 60 jours. Voilà des questions auxquelles le président de la CENI doit répondre. Parce qu'il a parlé devant la presse française. Nous l'attendons aussi qu'il puisse s'expliquer
Devant la presse voilà, lever les équivoques, mettre les points sur les i devant la presse congolaise. Oui, Patrick Ilunga, comme vient de dire Dieudonné Bonali, on a suivi le président de la CENI, Denis Kadima, qui expliquait bien que le report aussi est prévu dans les calendriers électoraux. Compte tenu de certaines contraintes, il y a des hypothèses qui peuvent bien justifier cela. Donc on peut aussi, mais l'idée c'est pas de reporter ces élections. Mais on a comme l'impression que l'hypothèse du report tient beaucoup plus que l'hypothèse de la tenue des élections. De l'annulation. Du report des élections. Bon, disons que Denis Kadima n'a pas dit que le report est prévu dans le calendrier électoral. Il a dit que dans tout projet électoral, le report, ça peut être une hypothèse ou bien une éventualité justement. Mais dans notre cas, il est revenu pour dire que dans notre cas, il n'y a pas de souci à se faire, il y aura élection. Mais ce qui m'a quand même, qui a attiré mon attention, c'est le fait que Nanga Corneille Nanga, qui n'est pas n'importe qui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est devenu acteur politique, il est devenu opposant, donc qui va naturellement, comme un opposant, navigue un petit peu contre tout ce qui se fait dans le régime actuel, la CENI actuelle, tout ça. Il dit qu'il n'y aura pas élection au 20 décembre. Bon, disons qu'on ne va pas tenir compte de ce qu'il a dit, parce que Nanga, quand même, on sait sa position actuelle. S'il faut s'en tenir à seulement ce que Denis Kadima a dit, il n'y aura pas report. Mais moi, je pense que on ne doit pas, nous aussi, Congolais, penser que ce qui est important, c'est la date du 20 décembre. Non, ce qui est important, c'est des élections apaisées, transparentes. Le fétichisme de date peuvent nous induire aussi en erreur. Parce que, excusez, en 2018, il y a eu aussi, on a décalé ça de quelques semaines. 2 fois d'ailleurs. D'ailleurs, l'élection était prévue d'abord en 2016. Ça a été reporté. Il y a eu dialogue, tout ça, du gouvernement d'union nationale avec les opposants et consorts. Et l'élection qui était prévue finalement le 23 décembre 2018 avait été repoussée d'1 semaine. Oui, oui. Donc Nanga à l'époque disait qu'on ne peut pas brûler le pays à cause du 7 jours. Donc aujourd'hui, je pense aussi que les observateurs que nous sommes et l'ensemble de la population, on ne doit pas aussi être un petit peu emprisonné dans ce fétichisme de date, c'est-à-dire que le 20 décembre, non, ce qui est important, c'est des élections qui soient bien organisées. Il faut que Kadima aussi, s'il est confronté à beaucoup de difficultés, qu'il ait aussi le courage de les dire. Hein, que voilà, j'ai beaucoup de difficultés, je n'arrive pas aussi, on peut repousser ça pour 2 semaines, ça peut. Ouais, mais jusque-là, lui dit qu'il n'y a pas de souci à se faire. Les seules personnes qui se font des soucis, apparemment, c'est nous, les observateurs, et bon, je prends une partie de la classe politique. Donc, j'étais en train de dire, ce qui est important, ce ne sont pas les dates, mais des élections bien organisées, parce qu'il ne faut pas oublier. Dans ce processus, moi j'ai suivi le porte-parole du gouvernement qui se félicite d'un processus qui n'a pas enregistré des dégâts consorts. Mais on oublie que ce processus a déjà enregistré des morts. Rappelez-vous, c'est pas pour rien on appelle ça processus. Rappelez-vous... Plusieurs étapes à suivre. Oui, rappelez-vous on va dire, du feuilleton Ronsard Malonda. Il y a eu des morts, justement, c'était autour de ce processus. Il fallait justement désigner le président de la CENI. Et dans la contestation, il y a eu des morts. Donc, on n'a pas besoin d'enregistrer de morts supplémentaires, d'où la question de la confiance autour du processus. Parce que le plus important, moi je crois aussi que c'est la confiance autour du processus. Quand vous écoutez les gens de la majorité, les acteurs de la majorité, on va dire les gens du régime, ou bien certaines personnalités qui sont proches de l'Union sacrée, ils accusent, ils se moquent, entre guillemets, des opposants, en disant que non, eux, ce qu'ils veulent, c'est le glissement. Ils veulent qu'ils soient incorporés dans un gouvernement peut-être d'union nationale pour se refaire une santé financière. Ça, c'est un langage. Ça ne participe pas forcément à l'apaisement général de l'environnement ou bien du paysage politique. Mais si vous écoutez aussi les opposants, ils vous disent que non,
une fraude déjà préparée. Et si vous écoutez par exemple les gens de la Senco, ils vont encore loin pour lancer un petit peu, on va dire, je sais pas moi, agiter les spectres de révolution qu'on sort. Donc je crois, ce qui nous manque actuellement, c'est la confiance autour du processus. La confiance autour du processus, non. Maintenant, à moins de 2 mois, comment construire cette confiance? C'est la grande question, parce que justement, la famille politique de l'ancien président, par exemple le FCC, totalement exclu. Bon, ils ne se sont pas enrôlés, donc ils ne sont pas entrés dans le processus. Ils ont des revendications à faire. Les Martin Fayoulou, les Délice Sanga, les consorts, je crois que tout ça participe justement à préparer, bon, je ne sais pas si je peux dire préparer une crise, mais préparer un environnement malsain post-électoral. Voilà. Voilà, merci. Je retiens bien, vous avez souligné la question de la confiance autour du processus électoral. Ces processus vraiment nécessitent de la confiance parce que les élections du 20 décembre 2023 sont très attendues en République démocratique du Congo. Donc, ceux qui viennent de nous rejoindre doivent retenir que nous sommes en train de changer ici autour de processus électoral en cours qui aujourd'hui fait qu'il y ait beaucoup d'incertitudes et aussi des certitudes. Donc les avis sont un peu divisés autour de ces processus. Donc il y a un camp qui pense qu'il y aura bel et bien des élections, mais un autre camp qui estime qu'il n'y aura pas élection. Dieudonné Boinali. Donc, comme je viens de le dire, par rapport à cette question de la tenue des élections, il y a 2 camps qui se sont créés. Hein, le camp de la mouvance qui pense que, le camp présidentiel, qui pense qu'il y aura élection, et il y a un autre camp qui pense qu'il n'y aura pas élection, et un autre camp d'ailleurs, il faut ajouter un autre camp des indifférents. Mais avec tout ça, avec ces 3 camps, est-ce que la confiance peut bien prendre place autour de ces processus électoraux? Bon, vous avez cité 3 cas, les indécis, les indifférents, qui est élection ou pas. Bon, qu'est-ce que les élections nous apportent? Il y a toujours les statu quo, notre social ne s'améliore pas. Ils vont là-bas au Parlement, bon, ils touchent leurs émoluments, c'est pour les femmes et enfants. Bon, nous, le petit peuple, bon, qu'est-ce que nous en gagnons? Bon, il y a un cas aussi qui veut qu'il y ait des élections. Il y a un autre cas aussi qui ne veut pas qu'il y ait des élections parce que à la ligne où vont les choses, à voir la manière dont ces élections ont été organisées, sont préparés. Bon, préparer les camps de ceux qui ne veulent pas qu'il y ait des élections et estiment que les camps qui veulent les élections est parti déjà pour les gagner. Voilà pourquoi pour eux, on doit faire un stop pour reprendre tout à zéro, en commençant par la désignation des animateurs de la CENI. Il faut aussi auditer les fichiers électoraux. Ce ne sont pas mes demandes, ce sont les demandes de l'opposition et l'opposition la plus radicale, comme celle qu'incarne Martin Fayoulou et puis l'ancien régime, les PPRD. Donc pour eux, il faut reprendre tout à zéro, en commençant par la désignation des animateurs de la CENI. Il faut reprendre l'enrôlement, l'identification et l'enrôlement des électeurs. Il faut aussi répondre à leurs conditions. Mais cela va coûter ils en ont une dizaine, mais ils oublient que cela va coûter des moyens à la République. Déjà, nous avons des difficultés pour réunir tous les moyens et organiser les élections à temps et respecter les calendriers électoraux. Maintenant, vous demandez au même pouvoir de faire un stop, d'annuler ces élections pour qu'on puisse se retrouver autour d'une table et dialoguer, reporter les élections. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas impossible. C'est déjà arrivé. Vous avez parlé de 2016, les élections qui n'ont pas pu être organisées et qui ont été organisées des années plus tard, reportées pour 2 ans, et puis reportées encore pour quelques semaines, parce qu'à l'époque, c'était Corneille Nangaa qui était président de la CENI. Il parlait de Totumbambo Kate pour 2 ou 3 semaines parce que l'un de ses entrepôts avait pris feu sur l'avenue du haut commandement à Kinshasa-Gombe. Mais ce que je peux prodiguer comme conseil est le suivant. Surtout pour qu'il y ait confiance autour. Voilà, pour qu'il y ait confiance. Il faut qu'il y ait confiance entre tous les acteurs politiques.
que ce soit les pouvoirs, l'opposition et la société civile. Parce que l'idéal, c'est quoi, comme l'a dit Patrick? Ce n'est pas d'organiser les élections à la date prévue dans les calendriers électoraux. C'est-à-dire, il faut avoir les élections coûte que coûte à la date du 20 décembre 2023. Même si il faut que les gens meurent, même si qu'on vide les caisses de l'État. Donc, Bisotolinga élection le 20 décembre. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Moi, je suis dans la logique d'avoir des élections à la date du 20 décembre 2023. S'il y a un cas de force majeure qui fait qu'on ne peut pas organiser les élections à cette date-là, faisons la demande, comme Corneille Nang l'avait fait en 2018, que la CENI, voulais-je dire, a connu un problème. Il y a l'un de ces entrepôts qui a pris feu. Nous avons perdu des matériels. Nous avons un autre problème. Il y a une partie des matériels électoraux qui va arriver en retard, c'est-à-dire les machines à voter. Nous serons dans l'impossibilité de les déployer à temps pour qu'on puisse avoir les élections. Il faut la configuration des machines. Voilà, Corneille Nang avait demandé. N'ayons pas honte. Si c'est ça les problèmes, qu'on les demande, qu'on fasse la sensibilisation, qu'on parle à la population, aux électeurs, aux acteurs politiques, que nous sommes dans l'impossibilité d'organiser les élections à la date du 20 décembre. Nous les serons peut-être au 28 décembre, soit au 4 janvier. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Un cas de force majeure peut empêcher une institution de remplir loyalement ses missions. Et ce n'est pas un péché. Si on le dit publiquement, on le demande, le Parlement est là. On peut le faire via le Parlement, on peut le faire via la consultation interinstitutionnelle, on peut parler aux représentations diplomatiques, aux partenaires au développement, demander si c'est ça le cas. Mais si ce n'est pas ça le cas, le pouvoir en place a intérêt à organiser les élections. Pourquoi? Parce que le président que nous avons, Félix Tshisekedi, est issu d'un parti qu'on appelle IDPS. À l'époque, nous écrivions la fille aînée de l'opposition. Parti démocratique, le plus démocratique même. Donc, il est issu d'un parti démocratique. Si Tshisekedi n'organise pas les élections au 20 décembre 2023, c'est-à-dire, je préfère, moi, Dieudonné, qu'il y ait un report des élections de quelques semaines que de ne pas avoir des élections. Parce qu'on va dire, regardez, il est issu de l'IDPS, un parti démocratique. Son image sera écornée et aux yeux de l'opinion publique et aux yeux de l'opinion internationale, et puis ne pas organiser des élections, on va mettre ça à son actif comme faisant partie de son bilan. Ça sera un échec. C'est-à-dire, il a gagné les élections, 5 ans après, il a été incapable d'organiser des élections pour lesquelles lui-même il a demandé un second mandat. Donc, Tshisekedi a intérêt d'organiser les élections, mais des élections qui seront transparentes, apaisées, démocratique et crédible. Et qu'à la fin, tout le monde accepte les résultats qui seront proclamés. Patrick Ilunga, nous sommes à, disons, la République démocratique du Congo et à son 4e cycle électoral. Mais lorsqu'on observe, depuis le premier cycle électoral, on a comme l'impression que les élections sont une source d'angoisse collective. Jamais on a organisé des élections vraiment même à 100%, même à 80% dans le calme. Donc il y a deux tensions à l'approche toujours de la tenue des élections. C'est dû à quoi? On n'est pas encore mûr pour organiser des élections, ce n'est pas notre dada. C'est quoi? Pourquoi il y a toujours angoisse collective et c'est toujours les élections sont toujours source de tension dans notre société? Est-ce qu'on ne peut pas éviter ça? Non, mais moi je crois que c'est pas seulement au Congo. Regardez dans d'autres pays d'Afrique noire justement, vous verrez que la plupart ce sont des pays qui se déchirent entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des frictions dans la société autour des élections. Vous avez vu ça en Côte d'Ivoire. Je crois qu'au Sénégal aussi, il y a autour, par exemple, la candidature ou non de l'opposant, tout ça. Sonko, oui, même des pays
des pays qui sont, entre guillemets, labellisés des pays très démocratiques en Afrique, il y a toujours cette forte tension autour des élections. Et je crois que c'est normal, entre guillemets, là où il y a des partis politiques, chacun veut s'accaparer du pouvoir via les moyens démocratiques. Donc les élections, c'est une compétition. Une compétition, ça veut dire une concurrence. C'est vrai qu'il y a la loi électorale définit, on va dire, les règles du jeu. Il y a les lois du pays qui définissent les règles du jeu, mais il s'agit d'une compétition. Et dans une compétition, on ne fait pas forcément de cadeaux à son adversaire. Donc ça, c'est entre guillemets normal. Mais ce qui devient un petit peu inquiétant, c'est le recours, par exemple, à la violence, le recours, par exemple, à des moyens ou bien des méthodes peu démocratiques. C'est ça qui fait un petit peu mal. La démocratie, moi je sais que c'est comme une école, hein. C'est-à-dire vous apprenez petit à petit, aujourd'hui vous êtes en première, le lendemain vous serez en deuxième, et ainsi de suite, même dans les nations... Mais chez nous ici, Patrick, la question du fichier électoral, du fichier électoral, oui, ça pose toujours problème. Je peux terminer, même dans les grandes nations, vous voyez par exemple ce qui s'est passé entre Bush et Al Gore. Vous voyez le procès aujourd'hui de Trump, c'est lié aux élections. Vous voyez par exemple les élections, je crois, dans un des partis politiques en France, je crois que c'était l'UMP à l'époque, il y avait des candidats qui se sont déchirés presque, on va dire, à l'africaine. Donc, la compétition, c'est normal. Et la démocratie, on n'est jamais arrivé, on va dire, on n'a jamais fini d'apprendre la démocratie. Je pense que c'est à des niveaux différents. À des degrés différents, oui. À des degrés différents. Ce qui est inquiétant chez nous, c'est un petit peu le manque de tolérance, hein. Parfois, Mobutu avait raison pour dire que, vous savez, avant d'évoquer Mobutu, je vais évoquer d'abord Jacques Chirac. Lorsque Chirac, il y a quelques années, je crois il y a une trentaine d'années, avait dit la démocratie à l'européenne, c'est un luxe que les pays africains ne peuvent pas s'autoriser, puis se payer. Les gens avaient dit, Chirac nous a insultés. Mais en réalité, dans la vraie vie, quand on regarde, c'est que la démocratie à l'européenne, nous, on n'a pas encore ce niveau-là. Par exemple, quelqu'un qui a gagné... Le perdant appelle pour le féliciter. On n'a pas encore atteint ce niveau-là. Il y a toujours des contestations, des morts autour. Et c'est pourquoi Mobutu, entre guillemets, disait que nous, on n'est pas la société européenne en réalité qui dit que c'est des chocs des idées que jaillit la lumière. Nous, on fait la palabre africaine, c'est-à-dire on se met ensemble pour chercher la cohésion et la concorde. Donc, je crois que c'est la démocratie, on apprend. Mais peut-être qu'on la prend mal. Et nous, avec nos 900 ou bien presque 1000 partis politiques, cette course-là, forcément, elle amène des frictions. C'est vrai que le gouvernement aujourd'hui, ou bien le porte-parole du gouvernement, se félicite du fait que la tension qu'il y avait en 2006, il y a eu guerre à Gombe ici, hein, autour de questions électorales. La tension qu'il y avait en 2006, la tension qu'il y avait en 2011 avec le président Tshisekedi le président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi à l'époque, qui se proclame président qui prête serment, et la tension qu'il y avait en 2016-2018, ce n'est pas la même qu'il y a aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a de la surenchère politicienne, mais on sent quand même que... Il y a un changement. Oui, il y a un changement quand même. Oui, Dieudonné Bonali, la liste provisoire de candidats présidents vient d'être publiée par la CENI. Aucune candidature n'a été recalée. C'est une bonne nouvelle pour les candidats. C'est une bonne nouvelle, mais permettez-moi de glisser un mot par rapport à... Vous avez posé la question de savoir pourquoi les fichiers électoraux posent toujours problème. Si vous voyez dans la plupart des revendications des opposants, même des acteurs de la société civile comme la conférence épiscopale nationale du Congo, vous allez voir que les mots fichier électoral revient toujours. Pourquoi? On avait demandé aux opposants que nous commençons d'abord par le recensement général de la population. Ils avaient refusé. Ils ont dit non, identification et enrôlement des électeurs. Je pense que si dans ces pays, on arrivait à recenser notre population, ça sera facile d'avoir un fichier électoral fiable qui ne sera pas
l'objet de suspicion. Non, il y a des fictifs, on a enrôlé des mineurs, parce qu'on va seulement extraire la population en âge de voter, et puis on a les fichiers électoraux. L'autre avantage, quand nous changeons des adresses, il suffit d'aller seulement au niveau de votre commune, ou bien de votre quartier, ou bien de votre district, vous informez l'administration publique, et puis on change votre adresse, on met la nouvelle adresse. C'est ça le problème. Par rapport à votre question, vous avez dit que si c'est une bonne nouvelle, le fait que tous les candidats qui ont déposé leur dossier de candidature au bureau de réception et de traitement des candidatures qui avaient élu domicile au siège du quartier général de la CENI, si c'était une bonne chose, bon. Moi, je veux dire, la CENI a traité les dossiers techniquement, administrativement. Mais la CENI n'a pas traité tous les dossiers de candidature politiquement et juridiquement. Ce travail-là sera complété par la Cour constitutionnelle. C'est elle qui a la compétence de traiter de ce genre de litiges. Et puis, si vous suivez les communiqués publiés aujourd'hui par la Commission électorale nationale indépendante, on demande même aux 24 candidats dont les candidatures ont été déclarées recevables. C'est-à-dire, même si nous, la CENI, nous avons jugé que toutes les 24 candidatures sont recevables, l'un des candidats peut contester la recevabilité d'une autre candidature. Il y a cette possibilité-là. C'est-à-dire, moi, Dieudonné, si je suis candidat président de la République, je trouve que vous, Jojo et Patrick, dans vos dossiers, ça serait pour de la méchanceté. Non, c'est pas de la méchanceté, c'est des bonnes gueules. De l'acharnement. On cherche à écarter les candidats que vous trouvez que s'ils restent en course, moi j'ai moins de chances de l'emporter. Vous pouvez aller devant la Cour constitutionnelle, la haute cour, exhiber par exemple le certificat de nationalité d'un candidat qui se dit que non, moi je suis congolais. Vous pouvez contester que non, il a 3-4 nationalités par exemple. Vous pouvez le dire. Vous pouvez contester aussi son diplôme. Par exemple, il avait déposé un faux diplôme de l'université de Kinshasa, ou bien de l'ISC, ou bien de l'IPC. Vous pouvez contester. Oui. Et la Cour va annuler. Bon, dire que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, bonne chose par rapport à la vitalité de la démocratie. Plus on a beaucoup de candidatures, plus la compétition est belle, oui. Plus le jeu démocratique est beau. Mais du point de vue électoral, je suis aussi électeur, avoir beaucoup de candidatures, les jours de vote, les bulletins de vote, c'est difficile à manipuler. Je pense aux personnes du troisième âge qui ont des visions difficiles. Il doit identifier son candidat, je vote qui. C'est là où ça va se poser des problèmes. C'est aussi coûteux en termes d'impression des bulletins de vote. Vous avez 24 candidatures. Mais si on en a 2 ou 3, on peut avoir un petit bulletin de vote à la taille même de notre carte d'électeur. 24 candidats, c'est trop. Mais je sais qu'à la Cour constitutionnelle, les 24 ne vont pas passer. Il y aura au moins 2 à 3 candidatures qui vont tomber. Patrick Lunga, les 24 ne vont pas passer à la Cour constitutionnelle? Bon, on verra bien parce que la Cour constitutionnelle, je crois qu'elle suivra les dossiers dans les détails possibles. Je crois que ces candidats-là, ils peuvent peut-être... parce qu'il y a des candidatures un peu pour blaguer. Hein. Moi, à mon avis, il y a des candidatures pour rire. Mais il y a des candidats aussi qui s'attendent à ce que, bon, ils passent forcément. Alors, moi, je me demande, est-ce que pour le besoin peut-être de la paix, on n'a pas... est-ce qu'on ne peut pas faire passer tout le monde, c'est-à-dire qui soient congolais au moins, et pour ne pas glisser justement dans ce que Dieudonné a évoqué tout à l'heure, les choix politiques. La Cour constitutionnelle n'a pas à faire des choix politiques, je crois que c'est juridique et ça doit être... Si je l'ai dit, Patrick Lunga, je ne vous retire pas la parole, la Cour constitutionnelle fait partie du pouvoir judiciaire. Quand vous lisez la Constitution, vous allez voir, on énumère les institutions politiques de la République démocratique du Congo, parmi lesquelles vous trouvez le pouvoir judiciaire qui a été démembré. Vous avez entre autres la Cour constitutionnelle. C'est dans cette casquette-là que j'ai dit que sa décision
aura aussi une coloration politique, parce que c'est une institution aussi politique, bien que les arrêts qu'elle rend sont des arrêts qui tombent dans les domaines qui relèvent du droit. Voilà ma compréhension. Moi, je crois simplement que la Cour va dire le droit, comme on dit, et les candidats qui passeront, bon, je crois que c'est ces candidats-là qui vont affronter, par exemple, le président de la République, Félix Tshisekedi, qui est président sortant, donc candidat aussi à sa propre succession. On attend, ce sera dans un mois, le 18 novembre, justement, que la liste finale, la liste définitive, parce que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont susceptibles d'aucun appel, donc ça s'applique justement à tous. On verra bien ce que ça va donner, mais pour l'instant, moi, bon, nous, hier, déjà, lorsque nous suivions la CENI, on avait un peu la peur au ventre qui va être invalidée, qui va être rétoquée, tout ça. Mais toutes les candidatures ont été acceptées au niveau de la CENI. Apparemment, selon certains commentateurs, la CENI n'a pas voulu endosser la responsabilité d'avoir éliminé tel ou tel. Mais je crois que tous les candidats sont suffisamment responsables. Ils ont, à mon avis, introduit des bons documents pour être éligibles, justement. Oui, une dernière question. Quelle chance donnez-vous à tous ces candidats? Et puis, Non, les candidats, comme je viens de le dire, ça peut paraître méchant, mais tout le monde sait qu'il y a des candidatures qui ne vont pas faire, on va dire, faire le poids face à Félix Tshisekedi. Hein, on ne peut pas les citer ici, mais il y a des candidats qui, je crois, peuvent prétendre faire face à Félix Tshisekedi. Je ne peux pas les citer ici non plus, mais je crois que, étant donné que c'est l'élection à tour unique, c'est-à-dire que c'est lui qui va avoir même une avance d'une seule voix, sera le président, et la multitude de candidatures face à un seul candidat de l'Union sacrée, qui a justement les cadors avec lui, hein, les grandes personnalités de certaines provinces avec lui, les gouverneurs avec lui. Et je crois que, à mon avis, les opposants doivent réfléchir à deux fois avant d'aller aux élections. Parce que si vous allez en ordre dispersé, je crois que vous maximisez la chance pour le candidat de l'Union sacrée. quelle chance donnez-vous, Dieudonné Bonadi? Bon, je vais commencer d'abord par dire qu'ils sont 24. Sur les 24, vous avez 15 candidatures des indépendants. Vous avez des candidatures qui ont été adossées, parrainées par les regroupements politiques. Et puis, vous avez, ça fait 16 plus 2, ça fait 18. Vous avez 6 qui sont restés, qui ont été proposés par des partis politiques. Et puis sur les 24 candidatures, vous avez 23 hommes et une femme. Mais en somme, vous avez 23... La porte n'a pas été fermée pour le femme. Hein, et... Voilà. Il y a seulement une femme qui a été courageuse. Moi, je l'appelle la femme courage, Marie-Josée Ifoku, qui est revenue pour la deuxième fois et essayer si elle peut être demain notre présidente de la République. Maintenant, en somme, vous avez 24 candidats, mais un candidat sortant contre 23. Maintenant, comme l'a dit Patrick, l'opposition est partie en ordre dispersé. Pas encore, mais ils sont déjà partis. L'opposition est déjà mal partie, parce qu'ils ont déjà déposé les candidatures en ordre dispersé. Il sera difficile pour le temps qu'il leur reste de se réunir pour faire un autre Genval, mais d'une RDC. Ils peuvent créer un groupe WhatsApp autour pour faire sortir la fumée blanche et nous proposer une seule candidature qui pourra faire face à Félix Tshisekedi. Pourquoi je l'ai dit? Félix Tshisekedi, c'est le président sortant. Il a une machine électorale derrière lui. Il n'y a pas eu de primaire au sein de l'Union sacrée pour la nation. Mais au moins, il a reçu beaucoup de parrainages des grands partis politiques, comme Patrick l'a dit, des cadors de sa famille politique qui les soutiennent. Mais lui-même, il a préféré être un candidat indépendant. Maintenant, face à lui, vous avez beaucoup d'opposants.
bon, qui ont aussi les poids, ils méritent de l'emporter. Mais moi, je me dis, bon, à la proclamation des résultats, si Félix Tshisekedi a 14% et l'opposition a les 86% qui restent, mais malheureusement, c'est partagé entre les 23 candidats et qu'aucun d'eux n'arrive à dépasser les 14% de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi sera élu président de la République. C'est 14% seulement. Non, j'ai donné un exemple. Bon, j'ai donné un exemple. Parce que le scrutin est majoritaire à un tour. Les candidats qui arrivent premier sur la liste est déclaré président de la République. Même si vous avez 14%, même si vous avez 10%, même si vous avez 8%, si vous êtes premier sur la liste, il y a eu beaucoup d'abstention et que vos poursuivants ont 6, 5, 4,5, 3,5, vous êtes élu président de la République. Ici, il n'y a pas de majorité relative, 50 plus 1. Notre système électoral actuel pour la présidentielle dit les candidats qui arrivent premiers sur la liste de la présidentielle est proclamé président de la République, même s'il a 12%, même s'il a 9%. C'est là où notre opposition n'arrive pas à comprendre que toutes nos voix réunies, nous pouvons battre Félix Tshisekedi. Malheureusement, ils sont mal partis pour être en ordre dispersé. C'est pour cela que moi, je leur donne moins de chances de réussite. Je termine en disant aussi, si on doit jeter un coup d'œil dans ce qu'on appelle la continuité de l'action publique, je pense que Tshisekedi mérite de remplir un second mandat parce que en réalité, il n'a fait que 3 ans. Vous connaissez, son débit a été difficile. Vous ne justifiez pas son bilan. Voilà. Vous ne justifiez pas son bilan. Là, il faut laisser ça. L'argumentaire est totalement politique. Il n'a pas fait 3 ans, il a déjà 4 ans et demi. Dans quelques jours, ça fera 5 ans. Là, je pense qu'il faut laisser ça. On lui a mis des bâtons dans les roues pour les 2 premières années. Il a réellement une coalition. Géré. Non, c'est lui qui les a nommés. On ne peut pas revenir dans ce débat-là. C'est lui qui les a nommés. On ne revient pas dans ces débats-là. Mais quand je regarde aussi d'autres candidatures comme celle de Mouzito, je regarde les projets de société de Sessanga, je regarde les plans Marshall de Noël Tchani, des pères et des mères, je regarde les plans, les projets de société de Augustin Matata Pogno. Je me dis, non mais c'est génial, si on pouvait réunir les 4 projets de société à celui de Félix Tshisekedi, on donne aux gagnants, et puis on met ça en pratique, mais le Congo se développe. Malheureusement, comme l'a dit Patrick, il y a plus de candidatures fantaisistes et moins de candidatures sérieuses sur le plan projet de société. Merci Dieudonné Ilunga, Dieudonné Boinali, Patrick Ilunga pour vos interventions, vos analyses autour de ces sujets sur le processus électoral. Vous savez bien, les élections 2023 sont entre incertitude et incertitude souhaitée et certitude redoutée. Nous avons parlé des différents soucis qu'il y a pour la tenue des élections. Il y a les soucis financiers, les soucis logistiques, les soucis également sécuritaires. Le président en a rappelé également que le président de la CENI tient à la tenue des élections le 20 décembre 2023. Et puis, on a aussi indiqué que la liste provisoire des candidats présidents à ces élections a été déjà rendue publique par la CENI. Et non, la place est donnée maintenant à la Cour constitutionnelle de traiter ces différents dossiers. Nous terminons cette émission. Nous allons encore traiter ces sujets dans notre prochain numéro. Je pense que ça sera sous d'autres angles et tout en suivant l'actualité. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et je ne peux pas finir cette émission pour dire merci aussi à Patrick et à Dieudonné, à nos fidèles téléspectateurs. Merci, c'était roulé. Oui. Merci aussi à fidèles téléspectateurs pour votre aimable attention. Continuez à suivre Géopolis Télévision et à l'équipe aussi de la régie qui nous a accompagnés. À la prochaine.